Aujourd'hui, Traîtrise 2. Alex? Davy, t'as pas vu la cave? On tourne dans 5 minutes là. Ah si, non. Si, j'ai vu la cave, mais justement, il m'a dit il m'a dit, texto, j'en ai rien à foutre de ces connards qui s'abonnent à No Life Online, je veux pas faire cette émission de merde, donc il viendra Je vais pas. parler, c'est pas normal ça. Non, mais Alex, en fait, il m'a dit, Davy, ça me ferait hyper plaisir que tu me remplaces. Donc moi je suis ok. Là en plus, j'avais rien à mon agenda là ce soir. Merde. Alex, Oui, quand est-ce qu'on parle des vieux geeks? mais peut-être l'émission après suivante. l'émission suivante. Ouais, parce que j'en ai quand même gros sur la patate. Hein. J'ai hâte de t'entendre. D'accord. Parce que ça va, la speakerine, là, j'en ai un peu marre. On est heureux d'être de nouveau ensemble avec cette fois-ci Alex Pilot qui nous accompagne. Et là, je rigole beaucoup moins car il me reprend en permanence. C'est pas grave. Nous sommes dans 101%. Vous avez l'habitude du n'importe quoi, donc forcément aujourd'hui ça va pas changer. Nous commençons avec un sommaire incroyable avec une interview qui a été faite au Tokyo Game Show d'un simple programmeur, mais qui doit être très intéressant, de Pixel Junk Shooter. Pixel Junk Shooter, c'est un shoot 'em ups dans lequel on doit tuer non pas des hordes d'ennemis, mais réfléchir afin de résoudre tous les problèmes avec de l'eau, de la lave et plein de choses. Enfin, c'est pas grave. Ceci dit, il a travaillé sur un jeu DS qui s'appelle, Alex, s'il te plaît, de moi. Soul Bubble. Soul Bubble, parce qu'il faut bien qu'il participe aussi, sinon Alex, parce que sinon ce n'est plus la même chose. On continuera avec Temps perdu. Temps perdu de Nicolas Robin, qui s'est marié, mais ça on s'en fout, c'est la vie privée, sinon il faut lire Closer pour voir ça. Et puis ensuite, nous avons... Attends, je vais trouver parce que c'est le seul sommaire que je vais faire de tête. Je vais trouver, ça va prendre du temps, mais je vais trouver. C'est pas Oscillation, non. Bon, je regarde. Retro and Magic, Elder Scrolls, bien sûr, quoi, parce qu'il y a le 5 qui sort bientôt. Donc, comme nous, on suit l'actualité, et ben comme on suit l'actualité, on fait le passé, quoi, avec Retro and Magic. Formidable, non? Hein? Et je l'ai fait presque par cœur. Et tout de suite? Ah, tout de suite! Ah, j'étais presque, les news. C'est tout récemment que nous avons croisé dans les locaux parisiens de Sony TJ Fixman. Scénariste et dialoguiste sur les derniers Ratchet & Clank, il nous a parlé de son travail sur le dernier volet et sur les caractéristiques de son métier dans un média comme le jeu vidéo. Mais écoutons-le plutôt en attendant la critique du jeu, planifiée pour la semaine de sa sortie, tout début novembre. The Future Trilogy was basically our way of saying how are we going to reinvent Ratchet for the PS3, and we knew we wanted to do a multiple game story. We knew we wanted to tell something that was epic, but something that wouldn't alienate players that haven't played one specific game inside the trilogy. So while there is like one overarching plot, which is the story between Ratchet and Clank and where their destinies lie, if you miss Quest for Booty or you didn't play Tools Destruction, you won't be completely lost. Like, you'll still understand everything about, the narrative. So it's basically our way of telling just a really huge, grand story and like the biggest adventure that Ratchet's ever been on since we started the franchise. The scenario of the trilogy is basically that Ratchet and Clank, they've been friends for a long time, but neither one of them has known very much about their past. So what the future trilogy does is it examines, what is the past of Ratchet and Clank, and does that feed into what their future is? Does it, are they meant to be together forever, or is it time for them to kind of go off and have their own separate adventures? So the future trilogy is basically about them finding out more about themselves and where they're going. He's awake! Stop him! Ratchet and Clank, what I will do is I'll write a scene, or I'll write what the characters will say to each other during the level, and then we'll take that into a meeting. We'll have the animators take a look at it and say, how do we bring this to life? How do we build the sets? How do we make this as funny as possible? And then from there on out, it's just taking it into the recording studio and really just trying to get the actors to get a feel for the dialogue. And we have a very talented cast, and we work with some really great voice actors, and they bring all the jokes to life, and it's been one of kind of the hallmarks of the franchise. I know. So much for clean underwear.
I think when you're looking at what Pixar does or what a TV studio does, it is very much like a video game story. But the one big difference is we're writing an experience, not a linear story. Like when you tell a story for a film or TV, you're basically taking the audience and you're sitting them down and you're saying, I'm going to show you everything that you need to know and nothing else. But in a video game, you're actually playing that character, you're experiencing it. So we actually have to write a lot more than a lot of people will see. Because we want the player to actually play as Ratchet and walk around, interact with different characters, to do different things, to actually make the galaxy feel like it's alive. Stay here. I'll go save the children. Deux questions pour finir. Tout d'abord, c'est quoi un Lombax? Et que penserait-on de Ratchet & Clank si on les croisait comme ça, après qu'ils se soient échappés du disque dur de la PS3? What is a Lombax? We get that question a lot. A Lombax is a furry cat-like creature from the planet Fastoon, and they're all builders, they're engineers, they're the ones that kind of tinker around with everything, and they're known for leaping before they look. Clank Ratchet was alone in the universe. Alone. You realize this ship has an ejector seat, right? Sorry? If they were real characters, I mean, Ratchet would be, the friend that you have that's always up for trying something new without actually thinking about it. He would just, he never looks before he leaps. Meanwhile, Clank's the one holding him back and telling him, no, don't do that. Je crois que j'ai un accessoire supplémentaire sur ma tête. Tout incroyable, hein? Tout ça pour vous présenter quoi? Une interview? Du Tokyo Game Show? Quelle chance vous avez. J'appelle Benoît maintenant tout de suite. Oui, j'ai besoin d'aide parfois. Oui, merci. Merci, bonsoir à tous. Nous avons prévu des grandes émissions ensemble, vous allez voir ça. Oui. Tu sais que Koé fait une nouvelle émission, je pense qu'on pourrait participer. Ah bon? C'est pas lui qui fait tourner manège, là? Le nouveau? Si. Je crois qu'on aurait une bonne chance de gagner ensemble tous les deux. Par exemple, c'est quoi ton livre préféré? C'est le livre de la jungle. Ah, t'aimes beaucoup les panthères, hein? Oui. Ils s'en foutent, non? Je sais pas, tu veux envoyer le... Non, c'est toi qui le fais, parce que toi t'es un pro, Ah non, moi je suis là juste en figurant. C'est ton jour, toi. C'est mon jour? C'est ton jour. Bah vas-y, fais une heure supplémentaire. Ah, c'est pour le plateau d'après. Alors, tout de suite, tiens, non, c'est... Ah, Pixel Junk Shooter. Si ce visage vous dit quelque chose, c'est normal. Omar Cornu a déjà fait l'objet d'une interview sur No Life dans le cadre d'un reportage consacré à l'excellent jeu DS Soul Bubbles. Omar avait apporté le concept de départ du jeu au studio Make & Sleep tout en assurant sa programmation. Une fois Soul Bubbles terminé, il est parti au Japon pour travailler chez Q Games. Un studio japonais un peu particulier créé en 2001 et bien connu pour avoir réalisé la série Pixel Junk sur le PlayStation Network. Bonjour No Life, je suis Omar Cornu, je travaille maintenant chez Q Games à Tokyo, où nous développons la série des Pixel Junk sur PS3. Q Games, c'est une boîte de Kyoto qui a été fondée il y a 7 ans par Dylan Cuthbert. Donc c'est une boîte qui est en fait très proche de Nintendo et Sony à la fois, et on développe des jeux first party pour Nintendo, dont la série des Star Fox. Et sur PS3, on développe la série des Pixel Junk, qui sont des jeux, des petits jeux indépendants, originaux, créatifs, qu'on essaie de faire avec petit budget et qui sortent sur PS3 en téléchargement. Un studio atypique pour des jeux qui ne le sont pas moins. Pixel Junk, qui signifie en gros rebut de pixels, est une série initiée en 2007 par Pixel Junk Racers, un jeu de course d'une grande richesse, utilisant une vue de dessus à la Super Sprint. Ce titre sera suivi en 2008 de Pixel Junk Monsters, un Tower Defense, puis la même année de Pixel Junk Eden, un jeu de plateforme. Une grande variété de jeux pour un même label, un peu étrange tout de même. Q Game est une boîte assez cosmopolite, c'est à moitié des Japonais, à moitié des gens un peu partout dans le monde. Et le président anglais, en fait, il voulait mettre dans ce titre, le Pixel Junk, c'est un peu de l'autodérision. C'est pour dire, le côté junk, c'est pour pas se prendre le sérieux sur ce qu'on fait. En même temps, c'est des jeux qui nous plaisent, mais c'est pas des jeux qui sont gros, qui sont prétentieux. Une grande variété de jeux pour un même label, un peu étrange tout de même. 2 titres étaient présentés sur ce Tokyo Game Show 2009. Le Tower Defense Pixel Junk Monsters Deluxe, adaptation remaniée du titre PSN destiné à la PSP, sorti en France début octobre, et Pixel Junk Shooter. Un shoot donc, mais pas seulement, ce dernier présentant également une facette puzzle.
Pixel Junk Shooter, qui est donc le 4e jeu de la série Pixel Junk et qui sortira début décembre sur PS3. Donc c'est un jeu, c'est à la fois un jeu de shoot 'em up et en même temps puzzle qui se joue à deux et dont l'intérêt principal est de se baser sur une physique de fluide. Donc dans le jeu on navigue dans l'eau et on doit jouer avec la physique de l'eau, parfois des contre-courants. On a du magma qui interagit, qui chauffe le vaisseau et en mélangeant les deux éléments, par exemple, on peut avoir des transformations, mélanger le magma et l'eau, ça va faire une roche qu'on peut dissoudre pour pouvoir passer. Et il y a des puzzles qui sont basés là-dessus en fait, qui sont basés sur les différents éléments. Techniquement, ce qui est intéressant dans Pixel Junk Shooter, c'est la physique des fluides, donc, qui est quelque chose qui n'est pas utilisé dans les jeux vidéo parce que c'est très taxing, c'est très coûteux en CPU. Donc en fait, on utilise beaucoup la puissance de la PS3 juste pour calculer les liquides. La physique des liquides. Ça c'est assez coûteux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un titre qu'on peut prendre en main immédiatement. C'est un peu l'idée des Pixel Junk, c'est des titres un peu casual. Et puis comme c'est multiplayer, on peut faire venir des gens qui connaissent pas le jeu et c'est tout de suite rapidement fun. C'est-à-dire qu'on prend la manette, on peut tirer sur les choses, on peut naviguer et ça c'est rigolo. Et on revient un peu à l'essence des vieux jeux qui sont fun dès le début. Jugé par tous comme un TGS de petite facture, on peut se demander la raison de la présence de Q Games, un petit studio sur le salon Tokyo Heat. Pixel Junk en fait c'est autofinancé, développé de manière indépendante. On est édité par Sony pour le marketing et la distribution. Mais la distribution c'est en ligne donc c'est très simple, mais c'est un jeu qui est autofinancé donc on ne cherche pas à vendre le jeu à des éditeurs, on cherche à vendre le jeu à des gens et à se faire plaisir à des gens. Voilà. Et le but du TGS avant tout c'est de rencontrer des joueurs et de montrer le jeu le plus grand possible. Si Q Games est avant tout connu pour la saga Pixel Junk destinée aux consoles Sony et pour leur sympathique shoot stratégique Star Fox Command sur DS, on sait finalement peu de choses sur leur prochaine production. Il faut dire aussi que travailler pour Nintendo ne favorise guère la communication, l'éditeur japonais étant passé maître dans l'art du secret. La Q Game continuera d'un côté sur les Pixel Junk, on en a fait 4, on en fera 5, 6, autant qu'on pourra. On n'a pas encore annoncé encore le 5e, qui est encore en développement, on a beaucoup d'idées en cours, donc on n'est pas sûr avant que ça soit fait à moitié. Et d'un autre côté, Q Game continue à développer des jeux pour Nintendo. Mais on ne peut pas communiquer là-dessus parce que c'est Nintendo qui gère le marketing là-dessus. Annoncé pour cet hiver 2009 sur PlayStation Network, on attend avec une certaine impatience ce Pixel Junk Shooter qui fera, à n'en pas douter, l'objet d'une critique développée. Et puis on souhaite également une bonne continuation à Omar dans son aventure japonaise. J'ai remarqué qu'il y avait des messages sur Binoma. On a reçu un mail qui était destiné à Nicolas Robin de Temps Perdu. Il nous a tous fait beaucoup rire à la rédaction. Surtout si la personne qui nous a promis qu'il ne regarderait plus la chaîne à cause de ça nous regarde quand même, on ne sait jamais. Surtout ne le prenez pas mal, mais on va quand même vous citer en exemple parce que c'est quand même incroyable. Je vous le lis. J'ai remarqué qu'il y avait des messages subliminaux abonnements incorporés dans les programmes de la chaîne. Pour rappel, c'était il y a 2 semaines. Hein. Je trouve vos méthodes honteuses. C'est inadmissible. Surtout de votre part, parce que c'est vrai, nous sommes irréprochables, évidemment. Vous nous prenez pour du bétail ou quoi? Surtout pour des moutons, et ça c'est normal, c'est de la télé. La passion a donc laissé la place à la bassesse. Alors là, tu fais bien d'en parler parce que la passion, c'est mon registre. Je voulais m'abonner, mais maintenant c'est fini. T'as bien raison, pourquoi perdre de l'argent? No Life n'est qu'un futur Game One, et encore, Game One a plus de respect pour ses téléspectateurs. J'espère que nous ne serons pas obligés de biper cette marque. En attendant, si tu n'as pas d'humour, je ne comprends pas, mais bon, pour moi, cette émission était très drôle. C'est passé un truc, là. Bon, bref. Sache, en tout cas, que nous, à No Life, nous ne sommes pas du tout du genre à faire de la promo. Vraiment, c'est complètement stupide de ta part de penser ça. Bonjour, 2 ans d'emprunt et un rein au moins plus tard, votre écran HD de toute beauté trône enfin dans votre salon. Quelle joie! Il faut maintenant penser à le remplacer par les futurs écrans 3D qui ne devraient plus tarder. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Quand j'étais petit, j'avais une tortue. Elle s'appelait Caroline. Rien à voir avec Otto, mais j'étais super fan de Boule et Bill. Eh bien, ma tortue, elle était incapable de faire ce que fait l'Iron Turtle de Gigi Wallace. Non seulement cette dernière a l'avantage d'avoir un magnifique casque à pointe, mais en plus, elle est capable de foncer, de sauter, de rebondir et d'exploser en vol. Non, c'est clair, ma tortue était bien moins ludique que celle-ci.
Du coup, je puis vous le dire, les tortues de jeux vidéo, c'est plus fun que celles de la vraie vie. Je n'aime pas le golf. Bon, attention, peut-être que si je m'y essayais, je trouverais ça marrant. Et puis oui, j'aime bien les jeux de golf. Et je ne détestais pas faire des mini-golf dans ma tendre jeunesse. Non, là je parle du golf télévisuel. Non, c'est vrai, on ne peut pas dire que ça soit super fun à regarder. En fait, ça manque de warp zone tout ça. Si par exemple on pouvait faire des eagles en balançant la balle dans un trou pour qu'elle ressorte par un autre et qu'ensuite elle ricoche 3 fois pour finalement s'arrêter à 3 mm du trou comme une nouille, là ça serait intéressant. Un peu comme dans Warp Shot d'ailleurs. De toute façon, dans la vraie vie, faut bien dire qu'on s'ennuie un peu. Si on réfléchit au boulot de postier par exemple, on a rarement l'occasion de relever des défis incroyables, de bondir dans tous les sens, de courir sur des immeubles, de s'agripper à des cordes pour faire comme Tarzan. Alors que dans Fenwick, le postier, il peut faire tout ça lui. Et il peut faire plein d'autres trucs aussi. Bon, par contre, pour jouer tous les niveaux, il faut lui filer un pourboire. Mais bon, soyons clairs, c'est un nom de dieu de giga de postier quand même. Bien mieux que dans la vraie vie. Et si on y regarde bien, dans la vraie vie, c'est la crise, c'est la guerre, c'est des gens qui disent qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faudrait faire d'autres trucs pour que ça marche mieux, mais que ça marchera pas. Ah ouais, un peu comme dans Evidence of Everything Exploding du très expérimental Jason Nelson. En fait, les jeux vidéo, c'est un peu comme la vraie vie, mais en plus gros. Alors du coup, on joue pour oublier sans se rendre compte que c'est la même chose. Et du coup encore, on n'oublie pas qu'il faut bosser, et que donc il faut jouer, car nous savons tous très bien que... pour gagner plus, jouer plus. Fouilla, j'ai une déprime moi aujourd'hui. Il y a Elder Scrolls à présenter, c'est ça, sur mon calepin. Mon calepin, il est bien ce calepin d'ailleurs, j'aime beaucoup moi. Elder Scrolls de Retro and Magic. Dans Retro and Magic. Dans Retro and Magic, avec Pirou, C'est ça, de Pirou plutôt. Et je progresse. Donc Pirou... En fait, t'as tous les bons mots, mais il te manque les transitions. En fait, j'ai jamais dit que je parlais français en même temps. Au début des années 90, Bethesda Softworks est un petit studio spécialisé dans le jeu de sport, surtout connu des gamers pour ses jeux basés sur la licence Terminator, dont nous avions déjà parlé lors d'une précédente émission. Pourtant, c'est avec un RPG ambitieux que le studio va acquérir ses lettres de noblesse. Le nom de ce jeu ? Arena, premier chapitre de la saga Elder Scrolls. Le nom Arena trahit les origines du jeu, tel qu'il fut initialement imaginé par les designers Ted Peterson, Vijay Lakshman et Julian Lefay. À l'origine, il devait s'agir d'un jeu de gladiateurs prenant place dans un monde médiéval fantastique. Ce monde, Tamriel, avait été conçu par les développeurs lors de leur campagne de jeux de rôle sur table. C'était un monde qui possédait un background solide, apte à enflammer l'imagination des concepteurs du jeu. Très vite, quelqu'un eut l'idée de proposer des quêtes secondaires entre deux combats d'arène, histoire de varier un peu le gameplay. Et pourquoi pas des marchands, des tavernes? Et on pourrait aussi sortir de la ville, explorer la campagne, les forêts. Oui, bonne idée, on pourrait inclure des villes et des villages supplémentaires, des châteaux, des donjons. Bref, plus le temps passait, plus Arena s'éloignait de son concept initial. Oubliez les combats de gladiateurs, le jeu était devenu un vrai action RPG, extrêmement riche et vaste. Ce changement s'explique également avec la sortie en 1992 d'un jeu qui allait révolutionner le RPG à la première personne, Ultima Underworld. Arena sera à jamais transfiguré par l'admiration sans borne que portaient les développeurs de Bethesda à Underworld. Restait un problème majeur. Même si le concept des arènes avait été jeté aux orties, toute la communication autour du jeu utilisait le nom Arena. C'est alors que Lakshman eut l'idée de rajouter un autre nom en ombrelle, The Elder Scrolls, sans se douter qu'il venait de baptiser l'une des sagas les plus mythiques, mais aussi l'une des plus controversées du RPG sur PC. The Elder Scrolls Arena prend donc place dans le monde de Tamriel, un vaste continent sur lequel règne l'empereur Uriel Septime VII. Au début du jeu, l'empereur est trahi par le sorcier Jagar Tarn qui l'exile dans la dimension d'Oblivion. L'apprenti de Tarn, Rhea Silman, horrifié,
tente de s'enfuir pour chercher de l'aide, mais le sorcier maléfique l'assassine prestement. Malheureusement pour lui, l'esprit de Silman parvient à se manifester depuis l'au-delà pour confier aux joueurs la lourde tâche de sauver l'empereur et vaincre Jagartarn. L'intégralité du monde de Tamriel est accessible dans Arena, des falaises de High Rock à l'ouest, à l'île volcanique de Vardenfell à l'est, en passant par la province impériale de Cyrodiil. Cela donne au jeu un côté très intimidant, le joueur pouvant facilement se sentir dépassé par le gigantisme du terrain de jeu. Le jeu est également connu pour ses multiples bugs, qui resteront par la suite éternellement associés au RPG Bethesda, et sa difficulté très mal dosée. Certains développeurs de Bethesda ont même avoué n'être jamais parvenus à sortir du premier donjon. Le jeu devait d'abord sortir pour les fêtes de Noël 1993, mais des retards dans la production obligèrent Bethesda à le repousser au printemps 1994. Des critiques peu complaisantes, la nécessité de posséder un PC très puissant pour faire tourner le jeu, sans oublier la confusion provoquée par son titre trompeur, en firent un échec retentissant. Seuls 3000 exemplaires furent vendus le jour de la sortie. Cela aurait pu marquer la fin de Bethesda, mais contre toute attente, Arena allait rencontrer le succès sur le long terme, acquérant petit à petit de nombreux fans et même un statut de jeu culte. Bethesda lui donnera 3 suites, Daggerfall en 1996, Morrowind en 2002 et Oblivion, qui seront toutes 3 des best-sellers. L'univers des Elder Scrolls aura également droit à un spin-off action-aventure, Redguard, sorti en 1998. A noter que depuis 2004, Arena est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Bethesda. Avant la sortie d'Arena, Bethesda était le sujet de moqueries des ténors du RPG PC, qui clamaient que jamais un petit développeur de jeux de sport ne pourrait percer dans le monde du jeu de rôle sur ordinateur. La vie voyant parfois la manifestation d'une certaine justice poétique, Bethesda est toujours là 15 ans plus tard, et est désormais considéré comme l'un des poids lourds du genre. No Life partout, la casquette, le t-shirt, le stylo, l'agenda, le sac à dos. Tout ça pour vous dire quoi? Que finalement non, ce n'est pas Ikea, non, ce n'est pas Habitat, car oui, je suis un professionnel, je cite plusieurs marques. Vous pouvez trouver tous ces formidables goods sur nolifetv.com? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a un lien pour acheter les goods derrière. Je suis pas si professionnel. Bon bref, vous trouverez ça sur le site, mais tout ceci est maintenant disponible. J'adore faire de la pub à la télé. Et en plus de ça, j'ai une surprise pour vous. La surprise s'appelle Benoît. Benoît, sors de ce truc. Allez hop, lève-toi. Benoît, tu as quelque chose à nous dire? Ah non, tu n'as pas de micro, je le dirai à votre place. Vous voyez ce truc-là? Benoît l'incarne parfaitement car il est vieux, c'est un vieil animateur de No Life. Eh bien, bon, ça va, écoute, on peut le faire. Ce t-shirt, ancien, nouveau, ancien, est de nouveau disponible à la vente. Enfin, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, avec l'agenda, le stylo, la casquette, le sac à dos, le t-shirt nouveau, et puis des gens qui s'aiment. Allez, à bientôt. Ah putain, merci les gars, grâce à vous, on va survivre. Bah, y a intérêt.